vous installer, hein. C'est Marie. Oui, oui, comme vous le sentez. Ah, mais le début d'après-midi après le café, c'est toujours. Voilà, hein. Comment? Oui, c'était bien rempli, ouais. On attend 1 ou 2 minutes que ça se remplisse. On va pas tarder parce qu'il y en a qui ont des trains. Comme le bus qui se passe demain, il y en a qui ne pas. Alors, la première conférence de cet après-midi, pour la suite de ce magnifique salon, bien, on va être sur la sobriété en eau, à la fois avec Marie Tsangatabi, entre autres de l'École nationale du génie en eau environnement de Strasbourg. On a Patricia Mauvieux, directrice des politiques d'intervention agence de l'eau Rhin-Meuse. On a la chance d'avoir Lucille Ducam, qui est de FNCCR, et enfin Nathalie Picard, responsable qualité et communication de Reims Métropole. Bonjour à toutes. C'est un plateau exclusivement féminin. Marie, donc je crois qu'on va commencer. Vous souhaitez aborder la notion de sobriété en eau, car il y a un travail de terrain en cours qui vise justement à optimiser les consommations d'eau, notamment pour les familles, d'après ce que j'ai lu et compris, en situation de précarité, confrontées justement à des problèmes d'accessibilité financière à l'eau. C'est ça? Oui, c'est cela. Alors, je vais peut-être présenter le contexte et la problématique. Mettez bien le micro près de la bouche. Voilà. Donc, cette expérimentation elle se fait dans le cadre de la loi Brottes sur le territoire de l'Eurométropole, où il a été décidé de tester l'efficacité de kits hydroéconomes pour voir si c'était des dispositifs qui permettaient de réduire de manière significative les factures d'eau de ménages qui sont en précarité sociale. Voilà, donc l'enjeu, c'est celui-là. Et pour nous, dans le cadre de nos travaux de recherche, l'enjeu, bon, c'est déjà que c'est un travail empirique. Avoir C'est un des travail terrains. colossal de Oui, terrain, il faut le dire. exactement, il faut le dire, parce qu'on a. Je vais peut-être vous montrer Ah oui, la oui. suite, là, comment ça se passe. Hein. On a donc, il faut recruter des ménages et des ménages qui soient volontaires. C'est pas simple ça. Ah, ça, c'est pas simple. On a eu du mal à en trouver, mais finalement, avec l'aide d'associations, on a pu recruter 38 ménages. Oui. Et en porte à porte, hein, il faut le dire. Ouais. Mais bon, ça assure aussi d'un point de vue éthique qu'ils sont d'accord et vis-à-vis de la CNIL qu'il n'y a pas de souci, ils s'engagent bien, ils sont OK. Donc, et après, vous voyez bien les photos, hein, il faut aller dans chaque ménage. Et puis, on a fait les plombiers, les plombières avec ma collègue. Et donc, on est allé poser des kits hydroéconomes. On a posé des mousseurs. On a aussi changé C'est vous la qui faites tout douchette. ça? Ah oui, c'est nous. On a fait.
Alors, et bon, il fallait présenter aussi la démarche. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les ménages qu'on a rencontrés étaient vraiment euh, intéressés. Hein. Réceptif. Étaient réceptifs et aussi intéressés. La question de faire baisser la facture d'eau, c'était un argument qui a porté. Oui. Et donc, on avait aussi un test pour leur montrer avec l'ancienne douchette et la nouvelle douchette quelles étaient les économies d'eau réalisées. Le fournisseur nous avait expliqué comment monter tout ça. Et là, vous avez une photo entre... Alors, on a testé pendant quelques secondes. On a fait couler le jet d'eau avant et le nouveau jet d'eau avec la nouvelle douchette. Et puis, on avait moitié de consommation d'eau. Donc, ça Ah les oui. convainquait également. Ouais. Voilà. Et donc, on a aussi demandé au service de l'eau de nous fournir des éléments pour pouvoir mesurer, parce qu'il fallait poser les kits, mais mesurer ce qui se passait avant et après les kits. Donc, on a eu le privilège d'avoir des données de consommation en suivi à partir du moment où on a posé les kits. Et aussi, on a aussi, je vais vous montrer la diapo, regardez qu'est-ce qui se passait en période hors test pour pouvoir regarder ce qui se passait. Quand on avait posé le test, on avait 5 mois d'observation. Donc la barre en vert, c'est le mois d'avril, on a commencé à poser les tests et on a regardé qu'est-ce qui se passait mois après mois. On avait également besoin de savoir ce qui se passait avant. Et donc on a pu comparer la consommation des ménages en dehors de la période de test. Quelles sont les marges de manœuvre des ménages justement en matière d'économie d'eau? Alors, Énorme, non? Il y a beaucoup de travail. Alors, je pense que quand je disais que c'est un travail empirique et c'est un travail innovant, on a posé, on a mesuré. Et alors, la question de la mesure, on l'a fait à deux niveaux. On l'a fait de manière très globale. Là, le diagramme que vous voyez, il vous montre la consommation de l'ensemble de l'échantillon de ménage. Donc, on a regardé de manière globale qu'est-ce qui se passe. Et ce qu'on peut voir, hein, c'est clair, c'est que si on prend l'ensemble de l'échantillon, on a un impact de kit qui est positif mais très faible parce que les économies d'eau réalisées, en moyenne, c'est 2 mètres cubes par ménage. Et quand on additionne l'ensemble, c'est équivalent, hein, vous voyez, à 87 euros de réduction de facture. Donc, c'est pas beaucoup. Cela étant, il faut bien situer ce résultat par rapport au fait que il n'y avait que l'usage intérieur douche qui était concerné. Oui. Il n'y avait pas de possibilité de pouvoir économiser l'eau à l'extérieur, notamment au niveau de l'arrosage, parce que ce n'était pas envisageable, et qu'on a été aussi confronté à des fuites d'eau. Oui. Donc forcément, ça a annihilé la mesure de l'importance des économies d'eau. Quel volume est économisable selon vous le plus et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je parle pour nous tous qui sommes ici aussi d'ailleurs. Alors, peut-être qu'avant de répondre à cette question, je vais quand même montrer quelques graphiques qui démontrent que si globalement sur l'ensemble de l'échantillon, il n'y avait pas d'effet, on va dire, spectaculaire, par contre, à l'échelle individuelle des ménages, on prend ménage par ménage, on a suivi chaque ménage. En revanche, si, il y avait des économies. Globalement, il n'y a pas un impact positif, mais comme vous le voyez, tout de suite après la pose du kit, c'est le premier schéma de l'autre côté, on voit des économies d'eau, et puis il y en a qui n'ont pas économisé. Après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a eu la canicule. Lorsqu'on a posé les kits, c'était la période d'été. Oui. Et 2019, hein, vous le savez, ça a été la 3e année la plus chaude depuis 2003. Donc, effectivement, ça posait un souci. Du moins un souci, non, mais les ménages ont consommé plus parce qu'il faisait plus chaud. Mais lorsque je compare ce qui se passe entre la période de septembre, qui est une période beaucoup plus normale, et le début de la pause, là, vous voyez les graphiques, ménage par ménage, on a quand même des économies d'eau beaucoup plus intéressantes et plus substantielles, puisque la moyenne d'économie, elle est de 5 mètres cubes, c'est pas rien. Oui. Et que on avait 14 ménages quand même qui avaient pu économiser ce montant-là. Alors, le volume économisable, pour répondre à votre question, parce que ce n'est pas évident de répondre à cette question. Alors, il va falloir que je fasse dérouler pour vous montrer ce qu'il en est, pour comment on a procédé pour pouvoir répondre à cette question. Pour pouvoir savoir s'il y a un volume économisable ou pas, on a regardé ce qui consommait de manière individuelle. Parce que là, les consommations, vous avez vu, c'est des consommations à l'échelle du ménage. Donc, il faut descendre à l'échelle individuelle, et la radio-relève en place à Strasbourg permettait de le faire. Et donc, si vous regardez
ménage par ménage, le graphique en haut, ce qu'il en est de la consommation journalière des ménages, vous voyez qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de différence Oui. au niveau des ménages. Mais par contre, lorsqu'on descend à l'échelle de la personne, à la personne individuelle, au niveau de la personne, vous voyez que les consommations journalières, elles varient beaucoup, beaucoup plus. Cela étant, la moyenne, elle est de 129 litres par jour, avec un écart type, donc qui mesure la différence entre la moyenne et la variation autour de la moyenne, c'est quand même que 66 litres jour. Et donc, 66 litres jour, c'est l'équivalent d'une douche normale. Donc, c'est pas énorme. Oui. Alors, comment faire pour savoir si c'est trop ou pas peu? Il fallait qu'on ait une norme. Comment je fais pour savoir s'il consomme? Alors, on a considéré différents repères. Il fallait qu'on en trouve un. Alors, la moyenne de l'échantillon, c'est 129 litres. On s'est dit, on ne compare pas avec ça parce que c'est la moyenne de l'échantillon. On avait un collègue à l'ENGES avec qui on a posé la question. On lui a dit, écoute, à ton avis, c'est quoi le volume utile sur ce terrain-là? Il nous a dit, si je prends en compte les usages individuels et je prends l'arrosage de jardin, parce qu'il y a des jardins, c'est 320 litres, donc par personne et par jour. C'est la courbe en bleu. Si je regarde cette courbe-là et que je la compare à ma courbe qui fluctue, qui sont les litres consommés par les ménages, vous voyez bien qu'on dira qu'ils ne consomment pas trop. Mais en revanche, on a aussi considéré d'autres références et une étude a été menée par nos étudiants à l'ENGES cette année pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait comme volume d'eau par personne si on mettait en place un projet d'écoquartier. Oui. Et le volume d'eau retenu, c'était 126 litres par jour. Et c'est ce volume-là qu'on a pris pour pouvoir comparer ce qui se passait en termes de consommer plus ou consommer trop. C'était la question de savoir où ils en sont. Alors, ce que ça a donné, c'est qu'on avait, en prenant ces 126 litres jour par personne, ça nous permettait de diviser nos échantillons exactement en deux, parce qu'il se trouvait qu'on avait quasiment la moitié qui était en dessous de ces 126 litres et l'autre moitié qui était au-dessus. Voilà, alors savoir s'ils consomment plus ou il a fallu qu'on compare les uns et les autres. Et en comparant les usages en eau des ménages, parce que c'est difficile dans l'absolu d'un point de vue quantitatif de savoir si c'est trop ou peu, il faut qu'on regarde les usages. On avait mené un questionnaire et un diagnostic socio-technique des usages en eau. Et ce qu'on a réalisé en comparant ces deux sous-groupes, c'est que ce soit au niveau de la taille du ménage, au niveau des modalités d'habitat, sachant que cet échantillon est marqué par le fait qu'il y a beaucoup de cohabitat, c'est-à-dire qu'on a 2-3 générations qui habitent sur le même espace. Oui. On a dit combien... Là, il y a des grandes différences d'une génération à oui, l'autre. mais cela étant dans les deux groupes, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de la référence et ceux qui sont au-dessous, si on regarde le cohabitat, on a autant de ménages en cohabitat d'un côté que de l'autre. Les seuls éléments qui les différencient, c'est le fait que le groupe qui consomme beaucoup plus que cette référence, ils font plus de 3 machines par jour. Ah oui. Voilà, c'était le seul élément différent. Sinon, ils se ressemblaient également en termes de piscines amovibles, parce qu'ils mettent des piscines pour les enfants. Oui. Et en temps de présence des familles, parce qu'on sait que plus il y a des personnes présentes dans un ménage, plus on va consommer d'eau. Donc de ce côté-là, ils se ressemblaient beaucoup. On a eu un cas de dialyse qui demande de l'eau, qu'on retrouvait du côté des grands groupes, de ceux qui consomment plus. D'accord. Alors, pour répondre, là, vous m'avez jugé, parce que c'est compliqué d'arriver tout de suite à la réponse. Oui, sans passer bien sûr, par et c'est ça. important les explications. Voilà, passer à l'explication. Ce qu'on peut dire, parce que l'idée de savoir, et comment on fait pour juger, de savoir si on consomme trop ou pas, mais on a besoin d'une norme. Et vous me demandez, c'est quoi le volume d'eau économisable? Alors, parce que c'était une vraie question. Si on économise, combien on peut économiser? Alors, on a cherché dans la littérature et au niveau des expériences quels étaient les volumes d'eau qu'on pouvait retrouver. Si on prend par exemple la ville de Dunkerque, qui dans le cadre de sa tarification sociale a défini 3 niveaux de volume en eau, un volume d'eau essentiel qu'elle a fixé à 80 mètres cubes pour 4 personnes à l'année. Donc si je ramène ça à la journée, ça me fait 54 litres par jour et par personne. Ça, c'est le volume essentiel. On n'imagine pas que on va économiser ça parce que c'est l'équivalent d'une douche. En revanche, il y a un deuxième volume d'eau qu'ils ont défini, qu'ils ont appelé le volume d'eau utile. Et ce volume d'eau utile, qui est de 200 mètres cubes par an, si je le ramène à l'année en litres, c'est 547 litres par jour et par personne. Donc,
Si je Ouais. donc, et au-delà, il y a un volume qu'ils ont appelé le volume de confort. Donc, je reviens à votre question, savoir qu'est-ce qu'on peut économiser. Alors, si je prends cette expérience, moi, ces aspects-là, on peut économiser sur le volume d'eau utile. Toujours est-il que ce volume d'eau utile, il est variable d'une ville à une autre, d'une région à une autre, et que ce volume d'eau utile, il faut qu'on le définisse pour savoir quel est le volume d'eau qui soit économisable. Alors, quelle est la consommation d'eau idéale selon vous? Et existe-t-il un seuil de consommation d'eau pour être dans le ton et dans cet univers de sobriété? Alors, euh, Parce que j'ai regardé une émission il n'y a pas très longtemps sur France 5 où c'est vous lavez les dents, vous stoppez l'eau quand vous brossez les dents. Enfin, ce sont des gestes qu'on sait, enfin, on les voit comme ça, on dit oui, ça économise un peu, voire même beaucoup d'eau. Après, il faut le mettre en pratique. Et est-ce que dans les esprits et tout, alors, ça se fait? Je ne sais pas. alors c'est sûr que si on veut se poser la question d'un volume d'eau idéal, il n'y en a pas, hein. Je pense Oui, qu'il faut être clair là-dessus. On a fait de la revue Biblio et on a regardé ce qui se passait dans d'autres pays, dans d'autres contextes. De toutes les manières, aujourd'hui en France, lorsqu'on parle de sobriété, ce qu'il faut savoir, et je vais mettre une diapo à ce sujet-là, non, c'est pas celle-là, c'est en arrière, voilà, c'est que cette notion de sobriété, c'est une notion, alors je vais vous montrer la bonne diapo parce que mon diaporama n'est pas forcément en... Voilà, où est-ce qu'on c'est y pas est? grave, on est Voilà, en on y live est. et du coup. Voilà, la sobriété, on y est. Si on recherche des éléments de définition, on aura plusieurs approches de ce que c'est que la sobriété. On a des auteurs qui ont écrit un bouquin sur ce que c'est que la sobriété heureuse, qui disaient que cette sobriété, elle se faisait dans la mesure où on cherche un sens dans notre société de consommation. On sait qu'on voilà, on Oui. consomme beaucoup, mais ça suppose que chacun cherche un nouveau sens à donner à sa consommation d'eau. Il y a aussi des définitions qui sont plus politiques. Et c'est notamment ce qu'on sait et ce qu'on voit quand les gouvernements veulent apporter des réponses structurelles aux crises écologiques. Ils sont dans une posture où ils veulent définir de l'extérieur des normes pour pouvoir dire il faut consommer moins. Après, la question, c'est de savoir est-ce que on peut imposer une norme de l'extérieur ou alors il vaut mieux pas que ces normes de sobriété soient imposées de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles soient négociées, voulues, et que ce ne soient pas des sobriétés qui soient imposées au niveau des ménages. Mhm. Puis pour le moment, clairement, il n'y a pas de norme de sobriété qui ait été discutée et validée Oui. dans Il n'y a notre pas de norme avec un paysage, chiffre précis à avec un aujourd'hui. chiffre précis. On ne peut pas dire ça. Je pense que ce qu'on peut voir, c'est de dire que je peux économiser tant ou je peux consommer moins, mais on n'a pas aujourd'hui un seuil qui nous dise c'est le seuil de sobriété et qu'il faut retenir ce seuil-là pour savoir si on est dans des usages qui soient sobres ou pas. Mhm. Et dans quelle mesure le principe de sobriété, justement, en eau que vous évoquez, permet de régler les problèmes d'accès, justement, social à l'eau? Alors, c'est alors un des éléments clés et de retour de ce terrain, c'était de réaliser que les ménages, même si l'argument premier était économique, je pense ils ont une sensibilité à l'argument environnemental et écologique. Et que si on veut parler de sobriété, euh, ça pose de fait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on voudrait que ce soit uniquement les ménages pauvres qui soient sobres, parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture d'eau. Et pourquoi est-ce que les ménages qui peuvent payer leur facture d'eau parce qu'ils sont riches, voilà, ils ne sont pas concernés par ça. Donc, de fait, ça pose une question, on va dire, d'éthique et de justice sociale. Oui. Alors, ça peut être un élément de réponse, cette notion de sobriété dans la mesure, pour ces ménages, dans la mesure où il y a une prise de conscience et que c'est une sobriété voulue et engagée de leur part. Mais c'est clair que ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir un impact significatif sur les factures d'eau des ménages en question, parce que le potentiel et la marge de manœuvre possible pour économiser l'eau, on a vu, ça suppose qu'on soit en capacité de définir ce que c'est que le volume utile Oui. sur lequel on va penser à économiser l'eau. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, c'était précis. Est-ce qu'il y a des questions pour Marie?
Oui, on va vous donner un micro, l'hôtesse va vous donner le micro. Je vous laisse vous présenter, bonjour. Oui, bonjour David Elter, donc je suis Levez-vous qu'on vous voit bien. ouais, David Elter, donc je suis plutôt dans des laboratoires d'analyse pour les micropolluants, donc je vais pas Mettez bien le micro près de la bouche, comme si c'était une sucette. d'accord, pas grand chose à voir donc avec votre présentation. Je me demandais si en fait on pouvait pas appliquer une tarification de l'eau qui soit pas linéaire, justement pour inciter les gens à consommer moins, c'est-à-dire que les premiers mètres cubes soient pas chers et qu'au bout d'un moment le prix augmente d'une manière exponentielle, pour inciter les gens donc en fait à faire des économies. Donc ça permettrait d'avoir de l'eau, couvrir les besoins vitaux et faire payer cher, on va dire, ceux qui en utilisent vraiment beaucoup. Je sais pas si ça Pour tient nous la route. apprendre à Oui, faire oui, plus attention. ouais, Oui. oui, votre question est claire. La loi Brottes, parmi les mesures qui sont testées dans ce cadre-là, il y a le tarif social. Donc, et quand j'ai cité tout à l'heure Dunkerque, typiquement cette collectivité, vous avez vu avec les 3 seuils de progressivité qu'ils ont instauré, a mis en place ce tarif qui dit que plus je consomme, plus je vais payer. Et dans le cas de la première tranche qui était celle de 80 mètres cubes par an, je paierai, je pense qu'ils sont à, je sais plus, 32 centimes du mètre cube, si je ne me trompe plus. Alors que ça augmente au niveau de la tranche confort et encore davantage au niveau de la tranche utile, pardon, et ensuite la tranche confort. Donc récemment, la ville de Nice nous disait également qu'ils ont mis en place un tarif social. Donc c'est une tarification progressive, voilà. Régis me reprend. Alors, je pense que la, la remarque de Régis est pertinente parce qu'un tarif social suppose qu'on cible les ménages, ce qui a été le cas pour Dunkerque. Dunkerque ciblait les ménages pauvres et donc les ménages qui sont à la CMUC. Et là, on est typiquement dans un ciblage. Alors que ce qui se passe à Nice, c'est une tarification progressive qui sous-entend que si nos ménages pauvres se trouvent dans la tranche la plus basse, ils seront au bénéfice de ce tarif, mais si ce n'est pas le cas, ça aura un impact plutôt pervers sur leur facture d'eau. Oui. Très bien. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une autre interrogation pour Marie? Non, mais merci. Marie, venez avec nous, c'était très clair. On va poursuivre avec Patricia Mauvieux sur la gestion qualitative justement des ressources utilisées pour l'eau potable. Avec Patricia, le 11e programme déjà de cette gestion, c'est adaptation avec changement climatique. C'est bien ça? Vert, c'est pour avancer, rouge, c'est pour reculer. Très bien. Oui, moi je vais vous parler effectivement du 11e programme de l'Agence de l'eau et de la question justement des économies d'eau dans ce 11e programme. Alors il faut que j'avance par contre. Voilà. On a traditionnellement l'habitude de penser que sur le bassin Rhin-Meuse, on est un bassin où il y a beaucoup d'eau. Effectivement, c'était le cas, c'était encore le cas il y a quelques années, mais on voit avec les épisodes de sécheresse récents qui n'ont pas épargné la région Grand Est que finalement, on est aussi un bassin concerné par la nécessité d'économiser l'eau, qu'on soit un usager domestique, industriel. Et c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui qui nous concerne aussi dans le Grand Est. C'est la raison pour laquelle donc, on a démarré donc, au 1er janvier un 11e programme d'intervention sur la période de 2019 à 2024. On a posé clairement l'enjeu le changement climatique qui est à l'origine de ces épisodes de sécheresse plus fréquents qu'on rencontre sur le bassin comme étant vraiment un enjeu fort sur lequel l'ensemble des acteurs doivent se mobiliser et avec des interventions financières qu'on va clairement orienter vers cet enjeu stratégique. Pour limiter donc les prélèvements sur les ressources en eau et notamment les ressources qui sont les plus sensibles à ces variations climatiques et plus globalement faire en sorte que les services d'eau potable soient résilients face à ces perturbations de plus en plus fréquentes de la quantité d'eau disponible pour les usages d'eau potable. Donc on a effectivement posé un certain nombre d'objectifs, lutter contre le gaspillage de la ressource, améliorer les performances des réseaux d'eau potable, puisqu'on rencontre dans le bassin, comme je dirais partout ailleurs en France, des problèmes de fuite des réseaux d'eau potable. C'est-à-dire qu'on prélève de l'eau dans les ressources, on les traite,
avant distribution, et une partie de l'eau dans les réseaux de distribution sont perdus et n'arrivent jamais au robinet du consommateur. Donc il y a effectivement un enjeu de réduire ces fuites d'eau des réseaux d'eau potable, puisque derrière, c'est ce qu'on ne perd pas dans les réseaux, c'est autant d'eau qu'on ne prélève pas non plus dans les ressources. Ouais. Donc il y a vraiment un enjeu là de réduire ces fuites et puis de garantir un approvisionnement en eau potable des usagers domestiques durable dans une logique de solidarité territoriale pour faire en sorte que voilà, on puisse trouver des solutions à l'échelle des territoires. Ceux qui sont confrontés à des pénuries d'eau vont pouvoir trouver des solutions dans le territoire, dans des secteurs où il y a moins de problèmes. Et plus globalement, inciter à la réduction des consommations globalement, qu'on soit un usager domestique, un industriel, voilà. Et une collectivité dans les usages qu'elle peut avoir par ailleurs, sur les voiries, etc., ces usagers, ces usages en tant que collectivité en elle-même dans les bâtiments publics. Très bien. On va parler des cibles. Voilà, alors effectivement, on a sur le bassin à peu près 220 cibles, on va dire, de collectivités qui rencontrent de manière régulière maintenant, depuis quelques années, des vrais problèmes de pénurie d'eau, de rupture d'eau. Certaines sont alimentées sur des périodes plus ou moins longues par des citernes. Donc, on a sur le bassin, vous voyez sur la carte là qui est sous vos yeux, les petits points identifient les collectivités qui ont aujourd'hui ces problèmes-là. Il y a en particulier un secteur très, très problématique qui est en bas là sur la diapositive, qu'on appelle la zone de répartition des eaux sur la nappe des grès du Trias inférieur. Ça, c'est une nappe en fait qui est structurellement en déficit, c'est-à-dire que c'est un secteur où on prélève plus que la capacité qu'a la nappe à se recharger naturellement. Eh oui. Donc ça, c'est une problématique qui est identifiée depuis de longues années et qui devient encore plus prégnante dans le contexte du changement climatique. Et puis, vous voyez que par ailleurs, sur le bassin, principalement en Alsace, on a effectivement un certain nombre de collectivités qui ont rencontré des problèmes ces dernières années. Donc ça, c'est vraiment nos cibles d'intervention pour que déjà dans ces secteurs-là, on agisse pour limiter les fuites d'eau, notamment des réseaux que j'évoquais tout à l'heure. Des chiffres pour les réseaux d'eau potable, justement? Justement, je vais y venir là. Donc ça, c'est une étude que nous avons menée. Alors, elle date de 2015, donc les chiffres sont un peu anciens, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis. On a en fait des performances des réseaux sur le bassin de 81%, ce qui est à peu près dans la moyenne nationale. C'est-à-dire que quand on prélève 100 litres d'eau, il y a 20 litres qui est perdu. C'est ça que ça veut dire simplement dans les réseaux. Et donc les chiffres que vous voyez juste en dessous, ça met en exergue en fait la différence entre les réseaux urbains et les réseaux en milieu plus rural, où là on a des pertes d'eau qui sont encore plus importantes en milieu rural qu'en milieu urbain, tout simplement parce qu'on a des longueurs de réseaux qui sont beaucoup plus importantes en milieu rural, et puis qu'il y a des problématiques aussi d'entretien des réseaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui. On a 90 millions de mètres cubes d'eau perdus par an, ça fait à peu près l'équivalent de la consommation de 500 000 foyers, 500-600 000 foyers, donc c'est pas négligeable. Et on voit aussi, ça c'est les chiffres intéressants, en fait que les taux de renouvellement des réseaux, donc ce qui traduit en fait l'entretien que font les collectivités de leur réseau pour faire en sorte que les réseaux les plus anciens soient remplacés, parce que par nature c'est ceux qui sont les plus fuyards. On a des taux de renouvellement qui sont assez faibles, et on voit que pour renouveler les réseaux, il faudrait 170 ans pour tout renouveler, donc ce qui est assez considérable. Ouais. Donc la question de la performance de ces réseaux, de l'entretien de ces réseaux, du renouvellement de ces réseaux est un vrai enjeu, et il est particulièrement marqué en milieu rural, où là on a encore une problématique beaucoup plus forte. Et on l'a vu d'ailleurs dans la carte tout à l'heure, les cibles sont prioritairement et principalement d'ailleurs en milieu rural. Un retour sur les assises de l'eau. Oui, alors effectivement, la question des économies d'eau, des pertes d'eau par les réseaux d'eau potable, elle a été mise en évidence dans le cadre de la première séquence sur les assises de l'eau, qu'on a appelée la séquence petit cycle de l'eau, qui a mis en exergue la nécessité de moderniser les services d'eau et d'assainissement, qu'on ne pouvait plus laisser perdurer cette situation de réseaux qui devenaient de plus en plus vieillissants. Il faut savoir que la plupart des réseaux d'eau potable ont été créés après-guerre. C'est là qu'on a mis en place en fait la distribution d'eau telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a équipé, les collectivités se sont équipées, ont raccordé les habitations. Donc ce sont des réseaux qui sont déjà anciens et qu'il faut absolument entretenir et renouveler de manière permanente au fur et à mesure qu'ils vieillissent.
Donc les assises de l'eau ont mis en évidence la nécessité de moderniser ces services et ont mis en évidence effectivement cet enjeu de maintenir absolument en bon état le patrimoine pour que effectivement on limite ces pertes d'eau qui sont quand même conséquentes à l'échelle nationale. Donc il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience de l'État et on a demandé aux agences de l'eau de se mobiliser particulièrement pour accompagner les collectivités, pour moderniser leurs services. Hein. Voilà. Et on a effectivement une stratégie de gestion du patrimoine qui a été posée à court, moyen et long terme pour permettre effectivement aux collectivités d'être accompagnées dans la mise à niveau de leur patrimoine réseau. Des aides, alors j'ai envie de dire diverses façons. Il y a aide pour les études. Oui, c'est ça. Alors effectivement, l'agence a mis en place des dispositifs d'aide qui vont s'étaler sur la période de 2019 à 2024, donc pour 6 ans. Donc on garantit ces niveaux de financement sur cette durée-là, avec donc le financement des études jusqu'à 70%. Donc ça, ce sont des subventions à chaque fois. Donc jusqu'à 70% pour accompagner toutes les études, à la fois les études de gouvernance et de transfert de compétences, parce qu'on est dans une période où les collectivités sont en pleine évolution dans le cadre de l'évolution de leurs compétences. L'objectif étant d'avoir en fait des collectivités qui soient plus importantes, qu'elles se regroupent en fait concrètement, puisque moins mais plus fort. Voilà, on a beaucoup encore de petites communes isolées qui ont peu de moyens, etc., qui n'ont pas non plus toujours les services techniques leur permettant d'avoir la technicité pour entretenir leur réseau et leur système d'eau potable d'une manière générale. Donc là, un premier enjeu, c'est de favoriser le regroupement de ces collectivités, faire en sorte qu'elles soient financièrement plus solides, que techniquement, elles aient aussi des compétences qui leur permettent de faire face à ces enjeux. Et donc, nous accompagnons ces études de gouvernance et de transfert de compétences pour justement les aider à bien poser ce que doit être à l'avenir le fonctionnement de leurs services. Et puis, d'une manière générale, toutes les études qui vont permettre de définir les travaux adaptés et appropriés pour réduire les pertes d'eau sur les réseaux. Alors, pour les études, pour les équipements, pour les équipements, alors ça, c'est pour les aider à justement diagnostiquer quel est l'état de mon réseau, combien je perds d'eau sur le réseau. Il y a un certain nombre d'équipements qui peuvent être installés qui permettent justement d'établir ce diagnostic. Et là, on finance tous ces équipements à hauteur de 50%, toujours sous forme de subvention. Et les travaux ensuite qui en découlent. On voit donc des taux de financement à 30% avec un financement supérieur pour les collectivités qu'on appelle les plus fragiles en fait financièrement, qui sont classées. Ça c'est une classification nationale. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus ce que ça veut dire ZRR. Zone de revitalisation rurale. Voilà. Donc voilà. Ce sont les collectivités les moins riches, on va dire, pour simplifier, et les collectivités qui sont classées en zone de montagne, qui sont aussi dans ces catégories-là. Donc, on a des financements jusqu'à 40% pour ces collectivités-là. Donc, en finançant tout ce qui permet d'interconnecter en fait les collectivités entre elles. Une collectivité qui rencontre des difficultés d'approvisionnement peut s'interconnecter avec une collectivité qui en rencontre moins, qui a des ressources plus abondantes. Donc, on finance ces travaux-là. Et puis, on finance aussi tous les travaux de renouvellement des conduites d'eau. Les appels à projets. Alors, on a souhaité, au-delà de ce que je viens d'indiquer, dans le cadre justement des assises de l'eau, des conclusions des assises de l'eau, initier un appel à projet qu'on a démarré en juillet de cette année, avec donc deux phases de dépôt de candidature pour permettre aux collectivités, dans le temps, de réaliser leurs études et de nous proposer des projets de travaux. Cet appel à projet est ouvert très largement à l'ensemble des collectivités du bassin, pas seulement aux cibles que j'indiquais tout à l'heure. Toute collectivité qui a des réseaux fuyards peut effectivement candidater à cet appel à projet. On a effectivement, on cible majoritairement, enfin prioritairement celles qui ont le plus de difficultés, parce que c'est celles-là qui ont le plus besoin d'être aidées, mais toute collectivité, quelle qu'elle soit, peut candidater à cet appel à projet et nous présenter donc des projets leur permettant d'améliorer globalement le rendement de leur réseau. Donc on a déjà eu une première session d'examen de candidature. On a retenu de mémoire 9 collectivités. Et donc on attend d'ici le 31 mai de nouvelles candidatures et de nouveaux projets qu'on pourra accompagner. Il y a des conditions d'accès. Il y a des conditions d'accès, donc elles sont mentionnées là sur cette slide. Vous voyez qu'on a mis une enveloppe de 3 millions d'euros de disponibles pour cet appel à projet. Donc voilà, j'invite les collectivités
à venir nous voir. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de conditions d'accès, alors notamment de lier en fait notre financement à des prêts qu'a mis en place la Banque des Territoires dans le cadre des assises de l'eau pour accompagner les collectivités sur du prêt long terme, parce que en fait la gestion patrimoniale des réseaux, le renouvellement des réseaux, on sait que ça ne se fait pas de manière ponctuelle, ça se fait dans la durée, ce sont des coûts qui sont importants, et donc la Banque des Territoires mobilise des prêts sur des durées jusqu'à 60 ans, donc ça c'est quand même intéressant, donc ça permet vraiment d'inscrire cette gestion patrimoniale dans la durée, dans le cadre de plans, de programmes pluriannuels d'investissement qui permettent à une collectivité, une fois qu'elle a fait le diagnostic de sa situation, de pouvoir poser dans le temps les investissements qu'elle a et les programmer, les investissements qu'elle a à réaliser. Donc voilà, donc on est vraiment parfaitement cohérent avec les objectifs du Grenelle d'inscrire cette gestion patrimoniale de façon progressive et dans la durée avec donc les financements qui les accompagnent. Ce sont bien des aides pour la réduction consommation. Ce sont bien des aides pour la réduction des consommations sur les réseaux d'eau potable, effectivement, qui est la cible qu'on a posée pour cet appel à projet. Bon, là, on a effectivement une slide qui décrit les conditions d'accès. Je ne vais pas forcément les détailler, mais alors, ce qui est quand même important, c'est le prix minimum de l'eau qu'on a posé. Ça, c'est une condition qui ne s'applique pas que spécifiquement à l'appel à projet. Elle s'applique au dispositif d'aide que j'évoquais tout à l'heure, qui va être en vigueur donc, pour 6 ans. Pourquoi on a mis un prix minimum de l'eau? Parce qu'on considère qu'en deçà d'un certain prix de l'eau, les collectivités ne peuvent pas faire face à cet enjeu de renouvellement. Il faut forcément, le prix de l'eau permet effectivement de poser une capacité de financement en fait, de la collectivité. Et il est évident que si les prix de l'eau sont trop bas, la collectivité ne peut pas faire face à cet enjeu. Donc c'est la raison pour laquelle, ça c'est un signal fort que nous avons posé. On a mis en place un prix minimum de l'eau qui permet d'accéder aux aides, ce qui implique que pour les collectivités qui ne sont pas à ce prix minimum de l'eau, elles doivent s'inscrire en fait dans une augmentation progressive du prix de l'eau pour pouvoir faire face à ces besoins d'investissement qui sont quand même conséquents. Très bien. Alors, on a parlé beaucoup des collectivités. Le programme pose aussi d'autres besoins de réduction des consommations auprès d'autres acteurs. Donc, auprès des entreprises, il y a la nécessité aussi d'engager un certain nombre de travaux pour économiser l'eau. Donc, là, on a des financements qui sont calés sur les taux d'aide permis par l'encadrement communautaire des aides d'État, puisque ce sont des aides qui sont encadrées par l'Europe, des niveaux d'aide qui sont encadrés par l'Europe. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des financements jusqu'à 60% pour des travaux d'économie d'eau dans les entreprises, dans les petites entreprises. Et puis, alors, on a beaucoup parlé des fuites dans les réseaux. Les collectivités peuvent aussi agir à leur niveau, dans le cas des bâtiments publics, par exemple, on parlait tout à l'heure de la réduction des consommations d'eau. Elles peuvent aussi agir à leur niveau pour équiper les bâtiments publics d'un certain nombre de choses qui permettent de réduire les consommations d'eau. Et il y a aussi d'autres voies, qui est la récupération d'eau de pluie, par exemple, pour différents usages, qui peuvent parfois être mises en place au sein des collectivités, qu'on accompagne à hauteur de 60%, toujours sous forme de subvention. Voilà. Donc on a un panel de financement assez large qui permet de rentrer dans cet objectif de réduire absolument les consommations d'eau et de réduire la pression sur les ressources, j'insiste beaucoup, qui deviennent de plus en plus fragiles aujourd'hui, y compris dans le bassin Rhin-Meuse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Est-ce qu'il y a une question pour Patricia? Non, vous avez été très clair. Je vous laisse venir parmi nous. On va enchaîner avec Lucille Ducam sur le contexte des tensions quantitatives où vous allez proposer, je crois, 3 leviers. Je vous laisse prendre possession du micro, qu'on vous entende bien. Donc bonjour à tous, Lucille Ducam de la FNCCR, Association de collectivités. Mettez bien le micro près de la bouche. Vous avez vu ma collègue Sandrine Bautier sur les enjeux eau pluviale ce matin. Oui. Donc sur la sobriété en eau, deux, 3 points spécifiques aux collectivités, puisqu'on est représentant de collectivités. Les tensions quantitatives sur les ressources en eau dont Patricia vient de parler, effectivement, vous êtes aussi impacté dans le bassin Rhin-Meuse. Alors, il y a 3 leviers pour y répondre qu'on avait identifiés. Sécuriser, comme vous en avez parlé, les travaux d'interconnexion, essayer de trouver des nouvelles ressources, les questions de partage de la ressource en eau avec les outils qui existent comme le schéma d'aménagement de gestion de l'eau, la déclinaison locale et puis les projets territoriaux de gestion des eaux.
Et puis le volet qui nous intéresse davantage aujourd'hui, qui est économiser l'eau qu'on peut avoir. Donc là, c'est sur les enjeux eau potable, Oui. c'est services d'eau potable, avec le levier efficience technique, donc davantage la gestion patrimoniale dont on parlait aussi juste avant, et le sujet du jour, qui est la sobriété en eau. Très bien. Alors, on va venir donc- effectivement sur les différents enjeux. Tout à fait. Donc, les enjeux qu'on voit derrière, il y en a 4 principaux qui sont tous interconnectés et qui engendrent des problématiques particulières dont il faut avoir conscience quand on travaille dessus en tant que collectivité. Donc, la problématique de disponibilité de la ressource, on vient de le dire, hein, c'est les tensions hydriques, avec un objectif clairement affiché du second volet des assises de l'eau, de réduction de 10% des prélèvements dans le milieu en 5 ans et même de 25% en 15 ans. Donc, pour favoriser ça, on peut s'appuyer notamment sur le développement d'usage de l'eau des zones non conventionnelles. Donc, ce qu'on appelle non conventionnelles, ce sont les eaux pluviales dont on a parlé ce matin aussi, mais aussi les eaux grises, les eaux usées et traitées, les eaux d'exor. Enfin, on peut aller chercher davantage pour limiter la pression sur la ressource. Oui. Donc, quand on parle de tout ça, ça impacte les services d'eau et leur fonctionnement général, Bien sûr, oui. notamment sur le patrimoine, puisque forcément, donc il y a une nécessité de renouvellement des réseaux, il y a une nécessité d'amélioration des process en usine, d'amélioration des prélèvements et des réseaux d'adduction d'eau jusqu'à l'usine aussi, et puis du coup d'investissement dans ce renouvellement du patrimoine, avec des enjeux économiques derrière. Donc, quand on parle d'enjeux économiques, c'est une pression sur les recettes. On est quand même dans un contexte où il y a une diminution assez flagrante des recettes avec une augmentation assez flagrante de l'eau, des dépenses, et donc un effet ciseau important. Et travailler sur la garantie des recettes du service, c'est aussi travailler sur la tarification. Alors effectivement, on fait la distinction entre tarification sociale et tarification incitative, sachant que l'objectif, c'est que les ménages maîtrisent leur budget. Donc ça, Nathalie Picard en parlera juste après. Et puis que le service de l'eau puisse garantir ses recettes. Donc la tarification incitative, elle permet de baser la tarification sur la consommation. Plus on consomme, plus on paye. Accouplé avec une tarification sociale, puisque effectivement, une maison secondaire va moins consommer qu'un ménage de 4 personnes qui est là tout le temps. Et donc, peut y avoir des familles qui consomment beaucoup alors qu'elles ont besoin de payer moins l'eau que les résidences secondaires. Oui. Donc, il y a une question aussi sur les tarifications saisonnières quand on est en zone touristique, notamment. Très bien. Donc, de ces enjeux découlent des problématiques. Oui. L'impact sur le modèle économique des services, donc c'est ce dont on parlait, hein, la capacité de financement des services. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se dire, notamment pour le renouvellement de réseau, c'est quelque chose qui va être courant. Donc on incite, on va dire, davantage les collectivités à l'intégrer à leur prix et à moins s'appuyer, on va dire, sur l'endettement, mais à l'intégrer à leur autofinancement courant, puisque ça va être du renouvellement dont il va y avoir besoin tous les ans. Oui. Tous les ans, on a besoin d'un certain taux de renouvellement. Et puis, l'impact sur le modèle économique, c'est aussi le fait qu'on a tendance à moins vouloir s'appuyer sur la consommation, sur les volumes consommés. Et donc, ça repose le modèle, la question sur comment on finance le service en lui-même. Un autre enjeu qui est important, c'est de savoir que finalement, tout ça, ça dépend des territoires. On n'aura pas la même marge de manœuvre sur un territoire de montagne, sur un territoire du sud du bassin Rhin-Meuse par rapport au nord, sur des territoires où on va dire c'est un territoire plus riche, avec des usages diversifiés, sur une zone de côtière. Enfin, voilà. Les enjeux dépendent vraiment des territoires et du coup, les marges de manœuvre pour travailler sur ces économies d'eau aussi. Et enfin, un risque qui découle et est interconnecté des autres, c'est le risque de contournement du service. On risque de voir se développer des puits privés. Oui. Des puits privés pour compenser le fait que le service d'eau est potentiellement trop cher. Alors, sans parler aussi des potentiels vols d'eau, on va dire, sur le réseau qui peuvent en découler. Et la problématique de ces puits privés, c'est que souvent, ils ne sont pas forcément déclarés en mairie, comme ils devraient l'être.
et qui risque d'impacter aussi le dimensionnement du service parce que, alors, en période courante, ils vont pomper dans leur puits privé. Par contre, en période de sécheresse, quand il y a une tension sur la ressource, les personnes risquent de pomper davantage sur le réseau. Là, pour le coup, tirer sur le réseau. Donc ça nécessite quand même un dimensionnement des réseaux pour pouvoir répondre aux besoins en période de pointe. Et donc toute la problématique gestion patrimoniale derrière. Très bien. Donc, je vais passer à, on va dire, deux types d'exemples de ce que peuvent faire les collectivités sur le sujet, sur les économies d'eau et puis sur la gestion patrimoniale, parce que c'est vrai que finalement les deux sont liés quand on parle de sobriété en eau. Donc, réduction consommation. Alors, donc j'avais des petits liens sur les images qui ne marcheront pas. Je vais vous présenter rapidement juste 3 exemples. Alors, il y en a tout un tas en France. Un exemple, le premier, c'est à Rennes, donc le syndicat Eau du bassin rennais, qui travaille sur une marque déposée qui s'appelle Ecodo, juste l'eau qu'il faut, et dans lequel donc ils travaillent dessus depuis 2016. L'objectif, c'est de faire face au changement climatique à leur échelle syndicat d'eau. Et donc, il y a tout un panel d'outils qui sont déployés autant pour la communication auprès des usagers que pour les bâtiments publics, que la sensibilisation auprès des scolaires, que l'amélioration des processus d'usine, un schéma directeur pour le renouvellement des réseaux. Enfin, c'est derrière cette marque qui mettent tout un tas de choses dont on a parlé ce matin et cet après-midi. Très bien. Et ils ont notamment des partenariats avec des magasins de bricolage pour équiper les ménages en kit économe en eau. Un autre exemple à droite, donc la Caléo Box, qui est davantage plus proche d'ici, c'est à Guebwiller, dans le Haut-Rhin. Donc Caléo, c'est une régie de gaz et d'eau, et leur objectif, c'est de dire le logement, c'est 30% des gaz à effet de serre. Donc il faut économiser l'énergie, et économiser l'énergie, c'est aussi économiser l'eau. Donc, ils proposent une box à, je crois, à peu près 10 € pour inciter les ménages et tout un tas d'usagers divers à économiser l'eau. Et un dernier exemple qui prend un peu plus de hauteur, qui est donc dans la région de Troyes, dans l'Aude, le syndicat départemental de démoustication d'eau et d'assainissement, donc le SDDEA, qui a mis en place depuis l'année dernière une stratégie 2100 visant à lutter contre le changement climatique. Donc on ne voit pas bien le petit graphique, mais vous pourrez le retrouver sur leur site internet. L'objectif étant donc d'adapter le service d'eau à ces changements climatiques, sachant qu'ils ont des compétences petits et grands cycles de l'eau, donc ils interconnectent un peu tout, comme on l'a vu ce matin aussi sur les problématiques eau pluviale. Donc il y a 2 axes principaux qui sont en lien direct avec la table ronde de cet après-midi, qui sont la continuité du service dans les évolutions des usages de l'eau et le développement d'une gestion patrimoniale vertueuse. Voilà, je vous incite à aller voir ce qu'il en est. On regardera, puis on ira également sur Internet regarder ces 3 beaux exemples. Gestion patrimoine. Voilà, donc la gestion du patrimoine. Alors là, je vous ai mis un petit graphique qu'on présente régulièrement dans nos travaux d'analyse comparative des performances des services d'eau et d'assainissement qu'on mène à la FNCCR. Et donc, les petits points, ce sont des collectivités vertes plutôt rurales, orange plutôt mixtes et rouge urbaine, on va dire. Et l'idée là, c'est de corréler le taux de perte au taux de casse. Alors, on a parlé des âges du réseau, mais il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu dans le renouvellement de réseau. Donc là, l'idée, c'est de dire quelles sont mes problématiques sur mon réseau d'eau. Donc, les pertes en ordonnée, c'est les fuites. Et le taux de casse, c'est le nombre de casses détectées sur 100 km de réseau. On a le petit angle en bas à gauche où tout va bien. Peu de pertes, peu de casses. Ça va, le réseau est performant, a priori, il n'y a aucun problème. En bleu, en bas à droite, peu de pertes, beaucoup de casses. Il y a a priori une bonne détection des casses et qui engendre peu de pertes. Donc elles doivent être réparées assez rapidement. Il y a potentiellement une défaillance du réseau si jamais les casses se reproduisent toujours au même endroit. Mais voilà, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Et puis les zones en hauteur où il y a beaucoup de casses. Alors beaucoup de pertes, pardon. Beaucoup de pertes, peu de casses, en jaune, en haut à gauche. Donc l'idée, c'est de dire peut-être que les fuites ne sont pas détectées assez rapidement et qu'il y a quelque chose à faire en termes de délai d'intervention et voilà, d'ampleur de la casse. Oui.
Et enfin, en rouge, où là, il y a vraiment beaucoup de pertes, beaucoup de casses, et il y a des difficultés d'intervention, des détections qui sont difficilement faites, et ou un réseau qui est particulièrement défaillant. Très bien. Donc, sachant dans tout ça qu'il y a aussi beaucoup de fuites qui sont sur les branchements, qu'on détecte plus difficilement, et qu'on mesure aussi plus difficilement. Et voilà, tout ça pour dire que du coup, c'est important quand on parle de gestion patrimoniale de travailler aux procédures de détection de fuite. Donc vous avez cité un certain nombre de possibilités, d'outils, et de rapidité d'intervention, donc de procédures de mise en place. Et on termine avec le GT national justement sur les économies d'eau. Alors, il y avait juste un dernier petit point sur La gestion. Sur la gestion patrimoniale. Donc sur les outils, je ne reviens pas dessus, hein, la sectorisation, les possibilités de mise en place de la radio-relève ou de la télé-relève. Mais tout ça, ça nécessite quand même de réfléchir à ce qu'on veut comme type de données, comment on les bancarise, comment on les valorise, comment on les exploite. Voilà. Donc ça doit faire partie d'un sujet particulier. Est pris en compte dans une stratégie vision un peu plus long terme du schéma directeur qui est quel est le renouvellement intelligent sur les tronçons les plus fragiles, sachant que chaque euro compte dans cette période d'effet ciseaux. Et donc l'objectif, c'est de maîtriser les tarifs à terme en mettant en place quand même une gestion patrimoniale vertueuse. Très bien. Donc pour terminer, un point rapide sur les assises de l'eau et le groupe national mis en place suite aux assises. Donc là, c'est sur le deuxième volet des assises de l'eau qui s'est terminé cet été et dont le premier comité de pilotage a eu lieu en septembre. Un des axes de travail, c'est économiser l'eau pour préserver une ressource vitale. Donc dans ce cadre-là, la FNCR a été mandatée pour piloter un groupe de travail intitulé Club des bonnes pratiques, économie d'eau et tarification, qui va être lancé en début d'année prochaine et qui est ouvert à tous, collectivités, associations de consommateurs, entreprises. Donc voilà, un appel à projet s'il y a des intéressés pour intégrer le GT et y contribuer. On a identifié plusieurs thématiques de travail qui peuvent être revus ensemble en fonction des besoins de chacun. Donc la communication envers les usagers, dont on a un peu parlé, la communication envers les abonnés, qui est différente puisque les abonnés ne sont pas forcément les usagers finaux. Les consommations publiques, donc les bâtiments publics, écoles, EHPAD, habitat collectif. Enfin, dans la communication auprès des abonnés, il y a aussi les syndics du coup de copropriété. Un travail éventuellement sur les volumes d'eau de service, donc les process en usine, la tarification et le modèle économique des services publics d'eau et d'assainissement, les SPEA. Voilà. Donc, avec un objectif de production, de mise à disposition de documents et d'échange de bonnes pratiques. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions pour Lucile ? Non, mais merci. Vous avez été également très clair. Nathalie Picard, je l'ai dit, donc responsable qualité et consommation à la communauté urbaine du Grand Reims. Sobriété consommation appliquée justement au Grand Reims, un exemple. Et déjà le territoire et le contexte peut-être du Grand Reims pour qu'on en sache un petit peu davantage. Oui. Sur la Champagne. Donc, un petit retour d'expérience. Alors, on a encore beaucoup de choses à faire, mais on a fait quelques petites actions. Donc, c'est plus à titre d'exemple. Au niveau du Grand Reims, donc là, c'est un territoire récent. Le territoire a été mis en place au 1er janvier 2017. Il regroupe 143 communes. Donc, historiquement, on avait 8 communautés de communes et une communauté d'agglomération centrale qui comprenait 6 communes autour de Reims. Et donc tout ça a été refondu à travers une grande communauté urbaine. Donc une diversité de territoires et d'usages, de patrimoine aussi. Et donc on a un territoire qui mixe aussi bien du très urbain sur Reims et la banlieue proche, et puis du rural avec des tout petits villages tout autour, des activités agricoles, viticoles, voilà, on retrouve un peu de tout. Globalement, il y a 45 ressources différentes en eau qui sont exploitées sur le Grand Reims.
Alors, c'est pareil, c'est de l'héritage, c'était les petits forages du village, etc. Donc, on travaille, comme ça a été évoqué précédemment, à de la rationalisation, du partage de ressources, de l'optimisation pour l'exploitation de ces ouvrages et pour aussi sécuriser la distribution de l'eau en qualité et en quantité, globalement, en tant que gestionnaire. Des modes de gestion aussi, comme le territoire est assez récent, qui sont très diversifiés, avec plus d'une trentaine de contrats globalement en eau et en assainissement collectif sur ce territoire, et un mode de gestion historique en régie sur la partie urbaine centrale. Globalement, la régie, c'est 20%, la régie en eau, c'est 20% du territoire, mais c'est plus de 80% des abonnés. Voilà. Au niveau on va parler de la sécheresse, oui, puis des départements qui sont particulièrement touchés. Voilà. En fait, voilà, c'est un historique maintenant. On commence à avoir l'habitude. Effectivement, on est en niveau d'alerte récurrent depuis de nombreuses années maintenant, avec un arrêté préfectoral qui nous touche chaque année. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'on travaille à la communication et à la sensibilisation auprès des usagers pour expliciter surtout les impacts de cet arrêté. Alors j'avance. Oui. Juste pour avec un profil, c'est intéressant, ça, consommateur. Oui, alors j'ai juste pris la commune de Reims parce que c'est là Oui. que sur Reims, on a un profil de consommateur qui est essentiellement domestique, très peu d'industriels ou d'activités économiques. On est en non domestique, on est à à 11%. Ce qui fait que même si on mène des actions vis-à-vis des activités économiques du territoire, notamment pour les rejets en assainissement, mais aussi pour les aider dans l'optimisation de leur installation en eau et de leur consommation. Là, j'ai surtout axé la présentation sur la partie usagée domestique. Alors, vous avez voulu une communication poussée et bien ciblée. Oui. C'est surtout déjà expliciter l'arrêté préfectoral, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Donc on utilise divers médias, des moyens de communication à travers le site internet de l'eau pour, quand l'arrêté est applicable, faire passer le message. On envoie aussi des communiqués de presse, donc c'est généralement bien relayé en presse locale. Oui. Et puis on essaie de valoriser, quand c'est possible, les bonnes pratiques, faire des ateliers, mais je le développerai un peu plus loin. Donc ça, c'est des exemples. Donc nous, on est toujours en niveau d'alerte. Donc voilà, mais très tôt en fait dans l'année, on voit que le niveau d'eau et l'étiage ne sont pas, c'est pas très bon quoi. Enfin les résultats, les cartes, les mesures sont assez inquiétantes très tôt dans l'année. Alors au niveau de la communication, dès l'abonnement, donc là on va vis-à-vis des abonnés au service, déjà dans le règlement de service, on a prévu un article pour responsabiliser les usagers dans leur consommation, pour les inciter à avoir une consommation sobre et respectueuse de l'environnement. Bon, ça, c'est de la théorie. Après, il faut le mettre en pratique. Voilà. Avec une plaquette, hein. Voilà. Donc, j'ai ramené des exemplaires. Oui. Il y avait des liens sur les sites internet, mais comme Lucille, je ne peux pas aller sur les sites, mais je vous invite à aller sur le site de l'eau, eau.grandreims.fr. En fait, on a deux outils essentiellement au niveau du site. Dans Gérer l'eau à la maison, donc c'est au niveau de la rubrique des usagers, on a fait une maison un petit peu interactive avec toutes les pièces de la maison, des points conso et des points conso donc qui sont des conseils. De bons gestes sur la consommation pour le bien consommer, et des points éco qui vous permettent de faire des économies d'eau au quotidien. Oui. Donc là, c'est des outils qui peuvent servir notamment en animation ou dans le cadre d'échanges en petit atelier.
et c'est plutôt bien perçu par... C'est visuel, donc je pense que les Voilà. gens se l'approprient facilement Tout à et fait. ça fait peut-être réagir, Voilà. je l'espère, différemment. Après, dans la même rubrique pour les usagers, il y a prix de l'eau et consommation. Dans cette partie-là, en fait, on a fait un petit tableau avec un simulateur de calcul, Ah oui. quelques questions assez simples. Mais je redévelopperai sur la plaquette. Ça a été Oui. repris de manière encore plus synthétique et plus simplifiée dans la plaquette aussi, pour faire une estimation, enfin calculer la consommation du foyer, et ensuite du coup en déduire les points sur lesquels on peut en dynamique faire des économies. Mhm. Bon, c'est pas de la mesure locale, ça découle pas d'études pointues, c'est plus de la littérature qui nous a permis de monter Oui, oui. ces petits outils pratiques. Mhm. Il y a des plaquettes, donc voilà. Oui. Les plaquettes qui sont sorties. Donc en lien avec l'arrêté, le département sort aussi une plaquette avec les bons gestes et les informations un peu standards. Et Mhm. donc nous, on a élaboré une plaquette qu'on a conçue aussi avec les CCAS, des différents partenaires avec lesquels on a travaillé sur ce sujet-là, des maisons de quartier et les éco-apart qui avaient été mis en place sur la commune, pour remettre en évidence les points d'économie qui peuvent être faits à la maison. Et donc, je vous disais, au verso, en fait, il y a en petite synthèse des questions assez basiques sur les pratiques du foyer. Et on sait si on est plutôt du côté de la famille éco ou de la famille gaspi. Et ça permet assez rapidement d'identifier les points d'amélioration possibles. En animation événement, vous parlez de éco-appartement, on va y revenir, c'est intéressant, c'est les actions du quotidien. C'est ça. Donc en fait, ce sont les bailleurs sociaux du territoire qui ont mis en place un appartement témoin où ils mettent en avant de manière très visuelle tous les bons gestes. Alors ça touche tous les fluides, hein, c'est l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie, l'air, etc. Oui. Celui-ci, donc là c'est un des éco-appartements qui était animé par l'UDAF. Qui proposait aussi des ateliers thématiques sur certains sujets. Donc nous, on intervenait en tant que gestionnaire de l'eau et de l'assainissement sur les questions d'économie d'eau. On a pu participer à quelques ateliers. Enfin voilà, c'était quelque chose d'intégrer dans les quartiers, visuel et du coup assez concret. On était à toucher, à manipuler le matériel et les différents équipements possibles qui peuvent avoir un impact. Alors, petite parenthèse, donc ces éco-appartements-là ont été mis en place il y a bientôt une dizaine d'années. Ah oui. Et aujourd'hui, on en a un qui a fermé sur les deux qu'on avait sur le territoire parce que pas assez de visites. En fait, on se rend compte assez rapidement que ce sont soit des personnes particulièrement motivées ou intéressées par ces questions qui se déplacent et qui vont aller là, Oui. participer aux ateliers, etc. Ou des personnes du quartier, mais du coup, je dirais, on se rend compte que ça manque peut-être un peu de mobilité. En fait, Oui. ce qui fonctionne bien aussi, c'est d'aller plus au contact des gens. Dans les expérimentations qu'on peut envisager, c'est plutôt un camion comme un food truck qui permettrait d'amener des éléments c'est ça. concrets, visuels Non, dans mais c'est les pas quartiers, les villages, etc. C'est pas sorcier où on va Voilà. sur le terrain. Et... Tout à fait. Oui, tout c'est à hyper fait. important. Je pense Donc, que la mobilisation, c'est hyper important. On est plus dans ces logiques-là aujourd'hui. Bon, c'était une expérimentation très intéressante et utile. Hein. Ça nous a permis de faire avancer aussi les réflexions autour de tous ces outils. Mais voilà, il y a des limites aussi à ces actions. De toute façon, en communication, je continue, mais en communication, on se rend compte qu'il faut diversifier au maximum les moyens, les occasions, etc., pour dire d'embarquer le maximum de monde dans des sujets comme ça. Dans la diversité, on a évidemment les animations dans les écoles, où là on intervient de manière quand même assez importante, ou dans les quartiers, les maisons de quartier.
On fait pas mal d'ateliers d'animation et puis en gros, on fait feu de tout bois. Toutes les manifestations, événements où on peut être un peu présent, on y est, on essaie bien. d'y être. Ouais. Alors, il y a une animation qu'on porte directement, ce sont les journées cycle de l'eau, où là, on a de nombreux ateliers autour de la question de l'eau, de l'environnement, de l'assainissement, etc. Donc là, ce sont des journées dédiées avec un temps d'accueil scolaire et un temps plus grand public. C'est quelque chose qu'on fait tous les ans sur une semaine. Ensuite, quand il y a des journées sportives, on y va avec notre bar à eau. Donc on a un bar à eau qu'on a construit qui nous permet de faire de la sensibilisation sur la consommation de l'eau du robinet, bien consommer l'eau du robinet, et aussi sur les économies. C'est l'occasion d'échanger et de débattre avec les personnes qui sont là. Alors ce sont bien souvent des personnes qui sont attachées à leur santé, etc. Donc là, on va avoir une approche peut-être un peu plus autour des questions de qualité, mais on dévie rapidement sur d'autres sujets de volume. Les journées du patrimoine, alors là, on a plus une approche un peu historique. On valorise le fait que l'eau, c'est un héritage précieux, voilà. Et puis autour de ça, derrière, on peut dériver sur la gestion patrimoniale, sur le côté précieux de l'eau, voilà. Et puis Festival des Solidarités, donc là c'est plus l'approche internationale et climatique. On a aussi des ateliers dans ce cadre-là où on peut échanger sur le fait que nous avons de la chance d'avoir de l'eau encore aujourd'hui en quantité et en qualité satisfaisante. Et voilà, c'est l'occasion d'accrocher un peu des usagers, des profils différents et puis de les faire avancer sur ces questions. Voilà. Là, je passe. Alors, en termes d'impact, alors ça fait longtemps, je vous disais qu'on mène des actions diversifiées de ce type. Depuis début des années 2000, là j'ai fait l'historique des consommations domestiques sur Reims depuis 2002. Donc j'ai pris que la ville de Reims, vu les évolutions territoriales dont on parlait tout à l'heure. Donc on voit qu'on a eu une baisse importante au tout début des années 2000. Vous avez été bon élève et puis vous repartez mauvais élève. Et voilà, en tout cas, c'est ce que montre la courbe. Oui. On n'a pas 2019 encore. Voilà, on n'a pas encore 2019. Voilà, ça a tendance à remonter un peu. Oui. Ceci dit, quand on en rapproche à la population, puisque là, je regarde globalement la distribution, et du coup, c'est moins flagrant. Alors, l'échelle de temps n'est pas tout à fait la même parce que je commence en 2006 là sur les consommations par habitant. Mais en tout cas, si on ramène à la consommation par habitant, on a une tendance à la baisse qui s'amortit très clairement maintenant, depuis 2-3 ans, enfin plus que ça même. Mais on a eu une baisse importante et on continue encore à baisser. Pour nous, l'essentiel de la baisse, d'après les retours d'expérience qu'on a pu avoir, les échanges avec nos différents partenaires, semble plus lié pour les usagers domestiques à l'amélioration des équipements ménagers, lave-vaisselle, machine à laver, enfin lave-linge. Donc c'est plus ça qui a eu un impact fort dans le début des années 2000. Et puis il y a eu quand même l'effet de la canicule 2003 qui a été un peu marquante aussi pour les usagers. Le prix de l'eau à Reims, on est plutôt sur un prix de l'eau stable qui a augmenté. Alors là, c'est le prix global, eau, assainissement hors taxe. Il y a eu une augmentation au début des années 2000 du fait de la construction de la station d'épuration du territoire. Mais derrière, on est resté sur un prix de l'eau stable, voire une petite baisse en 2019 avec la baisse d'une partie des redevances agences de l'eau. Donc, et une petite particularité, donc une part fixe très faible à Reims. La part fixe, on est à 3% sur une facture de 120 mètres cubes. Donc, en fait, le prix payé par l'usager est vraiment lié
essentiellement et quasiment exclusivement à sa consommation et au volume consommé au robinet. Donc voilà. En retour, on en a un peu parlé, je reboucle, ça sera la fin de la boucle. C'est vrai que les usagers, en général, quand on est en animation avec eux, ils disent oui, mais alors vous, qu'est-ce que vous faites pour éviter le gaspillage, être sobre au quotidien en tant que collectivité gestionnaire? Donc effectivement, on l'a dit, c'est le rendement de réseau. Alors là, je vous ai mis la carte du Grand Reims. C'est un peu dur pour nous parce que oui, le Grand Reims date de 2017, donc je vous dis, il y a quand même pas mal d'héritage. Mais en fait, toute la partie qui est verte aujourd'hui au nord-est, c'est une partie au nord-est, oui, c'est une partie sur laquelle on était en rouge. En 2017. Donc voilà, l'effort, c'est effectivement de travailler sur le rendement, sur les fuites, sur des recherches de fuites, la réparation, la sectorisation, l'interconnexion. Enfin voilà, on est vraiment dans ces dynamiques-là aujourd'hui de notre côté et on essaie de le valoriser aussi auprès des usagers pour leur faire comprendre qu'on y travaille, même si tout n'est pas parfait. Oui. Ensuite, on a des actions type récupération. Ce qui a été fait sur Reims, c'est la récupération des eaux de piscine pour le nettoyage de la voirie. D'accord. Oui, c'est une très bonne idée. C'est la direction des activités du déchet, des déchets du nettoiement chez nous qui a mis en place cette action-là. Donc, bon, c'est pas ce qui sera le plus significatif globalement, mais en même temps, voilà, ça montre une certaine dynamique et responsabilité. Oui. Et pour nous, un sujet d'actualité qu'on a plus abordé ce matin, mais dans le cadre, c'est la gestion des eaux pluviales à la source, faire en sorte que l'eau de pluie profite là où elle tombe. Et donc, dans les actions portées par la collectivité, par exemple, on récupère, on met en place des bassins pour favoriser la régénération de la nappe. Favoriser aussi la biodiversité et plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce sont des actions qui se développent de plus en plus. Donc, il y a deux cas que j'ai mis en illustration. Le parc de la Roselière qui récupère toutes les eaux pluviales de tout un quartier récent qui a été construit sur l'agglomération. Et Azurève, qui est une zone humide artificielle qui permet de récupérer les eaux pluviales en amont en aval de la station d'épuration, et donc qui permet de traiter. Pour l'instant, ce sont des zones expérimentales. On mesure un peu l'impact de ces espaces sur plusieurs sujets, et puis ensuite on verra les développer, les renforcer. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion autour de la stratégie. Ce sont des très bonnes pratiques. Si ça perdure, c'est ça qu'il faut espérer. Ça peut être très porteur. Le sujet, en tout cas, de la gestion des eaux de pluie est un sujet sur lequel on travaille énormément en ce moment. C'est l'actualité. Ramener la verdure et l'eau en ville, faire en sorte que on rafraîchisse un peu, on désimperméabilise, on déconnecte ce qui peut être déconnecté, etc. Donc ça, c'est un sujet vraiment d'actualité primordial. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie Picard. On peut l'applaudir. Merci à vous toutes. Est-ce qu'il y a des questions pour Nathalie? Oui. On va vous donner un micro. L'hôtesse va vous donner. En tout cas, l'exemple de la... Il n'y a pas énormément de maisons, il y en a quand même quelques-unes avec des piscines, mais c'est une très bonne idée d'utiliser cette eau qui serait perdue quand on l'a vu. C'était pour les piscines municipales. Oui, mais je pense qu'on pourrait même avoir l'idée de dire aux gens qui ont peut-être... Après, il faut voir l'impact sur l'herbe, etc. Oui, le chlore et l'herbe. Il y a une petite analyse à faire, mais il y a peut-être des choses à penser. Je vous laisse poser votre question. Oui, donc Vincent Popov à Mamoudou, vous venez en partie de répondre à ma question. C'est justement ces eaux que vous collectez. Qu'est-ce que vous en faites après? Comment vous les réutilisez? Les eaux pluviales, oui. En fait, non, elles rejoignent le milieu naturel, donc c'est rivières, c'est des zones tampons. Il y a des bassins qui sont plus d'infiltration, qui vont permettre plus directement de recharger la nappe. Mais sinon, on retourne à la rivière essentiellement. Voilà. Parce que là, Azurève, c'est vraiment... c'est la sortie de Reims.
Donc c'est après la grosse station d'épuration. On récupère toutes les eaux de pluie de l'agglomération, de la partie urbaine. Et du coup, ces eaux arrivent dans ce bassin-là où on a plusieurs fils d'eau, hein, avec des plantations différentes, etc., pour voir l'impact l'efficacité de la phytoépuration sur ces eaux. Et puis ensuite, on rejoint le cours d'eau naturel. Très bien. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question pour Nathalie ou pour Lucille, Patricia ou Marie? Bon, vous avez été particulièrement précise, donc je pense que tout a été dit. Moi, j'aimerais qu'on vous applaudisse parce que ce sont des exemples et voilà, j'espère que ça nous aura un petit peu fait prendre conscience, voire même beaucoup. Merci à vous toutes. Merci. Et merci à vous. C'était un plaisir. On se retrouve à 18h30 pour l'inauguration et il y aura dès demain matin 9h30 justement un autre travail sur l'eau et la réflexion. Patricia y sera avec nous aussi demain jeudi sur tout ce qui est Climability et le kick-off qui est important. On reviendra sur divers points qui sont primordiaux. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure. Merci.